Souvenir dramatique, c'est quand 8, 10 ans, 12 ans, avec ma fronde, j'ai tiré sur un oiseau et j'entends encore le bruit, le son de la pierre sur les duvets de l'oiseau. Ce son sourd. Il avait été touché, il était mort. Et ensuite, je me suis dit, jamais je ne toucherai un oiseau. Mais ça a aussi touché une corde sensible concernant le respect de la vie, l'importance de la vie et la fragilité de la vie. On allait à pied, on allait après à bicyclette, on avait 4 km de route entre Réalville, ce qu'on appelait alors Pismille, qui en fait s'appelle Régnac, ce qui signe l'origine romaine de ce lieu, la terminaison en ac. Peut-être que de là vient mon goût pour les choses anciennes, l'archéologie, les arts en général et les arts traditionnels en particulier. Je baignais dans les travaux des champs et j'essayais de m'en démarquer en improvisant des mots de tête et autres subterfuges pour ne pas trop être impliqué dans quelque chose qui me paraissait trop dur ou trop un rapport très distancié et en même temps très proche. Je me suis rendu compte par la suite que c'est l'importance de ce travail et la valeur qu'on devait lui attribuer. Dès le départ, j'avais le sentiment que j'allais m'éloigner. Les générations se succédaient sans beaucoup de déplacements. Si on regarde l'arbre généalogique de ma famille, de mes familles, de mon père et de ma mère, on s'aperçoit que tous les éléments de cette lignée viennent d'un rayon de 20 km, tout cassé, dans l'espace. Ce qui veut dire que les gens se mariaient à proximité. C'est très intéressant d'étudier cet arbre généalogique et de voir justement ce caractère très, très fixé qui faisait que peut-être j'avais envie de sortir de ça, je ne sais pas, confusément. Les études sont devenues une évidence, d'autant plus qu'il y avait le sentiment que mon frère aîné, qui aurait pu poursuivre des études brillantes,
On a pu le faire pour des raisons familiales. Et que finalement, je devais le faire parce que j'avais cet exemple-là. Je me souviens que l'instituteur me faisait remplir une fonction d'enseignant dans la mesure où je devais effectuer les dictées pour la préparation de certificats d'études. C'est moi qui lisais les textes, des textes souvent difficiles, pour les candidats au certificat d'études, dont mon frère. À l'époque, j'avais 5 ans, j'ai 5 ans de moins que lui. Il est arrivé premier du canton au certificat d'études, ce qui à l'époque était particulièrement brillant. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il a eu le rôle de pater familias était lui incombé, à l'absence de mon père. À partir de là, les possibilités s'ouvraient. Un sacrifice qui n'était pas vécu comme tel. C'était le cheminement naturel, étant donné le contexte familial, la question ne se posait même pas. Et c'était la période de la guerre avec des camps d'internement où il se trouvait en Suisse. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Il est revenu, il était malade, cardiaque. Quand a fait la guerre, il avait été prisonnier en camp d'internement en Suisse. Je ne sais pas dans quel statut il se trouvait. On n'en parlait plus, on n'en parlait pas. Et voilà, des images de la maladie et de la mort. Et je pense que c'était des choses trop intimes, y compris sa mort d'ailleurs, qui fait que tant qu'enfant, je ne pouvais pas dire que mon père était mort. J'ai inventé un père même à la limite. Non pas la honte du père, mais l'impression que c'était quelque chose qui ne devait pas arriver, donc il ne fallait pas en parler. Parce que c'était innommable, ineffable. À l'école, c'était très bien. Et la question était de savoir si je pouvais accéder à une école secondaire, donc, pour préparer le baccalauréat. Donc, à partir de l'âge de 11-12 ans, donc, quand on revenait d'un pèlerinage à Lourdes, et on me demandait, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je vais aller à l'école Saint-Théodard. L'école Saint-Théodard, c'est l'école bourgeoise religieuse de Montauban, qui était pour les classes sociales, qui n'avaient rien à voir avec la classe d'où je venais. Et donc ça a été un peu une surprise, même pour moi, de l'affirmer avec une telle force, que pour les gens qui m'ont écouté, parce que j'étais déterminé. Mais il fallait y entrer, il fallait avoir une bourse. Et donc j'ai passé des examens. La famille ignorait absolument tout ce qui était les études secondaires. Enfin, il n'y avait pas de livre à la maison. Le seul livre qui existait à la maison, c'était le petit Larousse, que je feuilletais de la première page à la dernière page. Parce qu'il n'y avait pas de livre. C'était peut-être la rencontre avec l'école primaire, avec les livres de l'école primaire. Enfin, il n'y a rien de particulièrement déterminant, me semble-t-il. Mais il est pour ça que je me suis rendu compte de l'existence des classes sociales. Par exemple, de réflexions que des bourgeois ou des personnes issues de familles bourgeoises et bien pensantes voyaient de mauvais œil qu'un fils de paysan puisse se mettre à faire des études et éventuellement prendre la place des fils bien nantis. Et donc ça m'a aussi beaucoup marqué. Oui, des remarques faites à ma mère, par exemple, en disant « mais que vont devenir nos enfants si tout le monde se met à faire des études et si les fils de paysans se mettent à faire des études ?» Donc voilà le genre de réflexion qui
qui pouvaient surgir et qui montraient bien qu'il y avait des classes sociales et que ces classes sociales voulaient se perpétuer sans aucun mélange possible. D'autant plus que j'avais de très bonnes notes, que j'arrivais en tête de tous les examens. Mais il savait aussi confusément que les élèves issus de classes dites populaires étaient plus combatifs et finalement beaucoup plus, parce qu'il fallait tout gagner. Il fallait gagner la connaissance, il fallait gagner la reconnaissance. Les professeurs m'ont facilité, l'enseignement a facilité, puisque j'ai pu exceptionnellement passer la première partie du baccalauréat en seconde, alors qu'il faut compléter ce qu'on appelle la première. Donc j'ai sauté une année pour pouvoir pour accélérer, disons, le cursus de mes études. En travaillant les sujets de première pendant les vacances, et j'ai passé à la rentrée de septembre la première partie du baccalauréat, donc j'ai gagné 1 an. Je me levais le matin à 5 h du matin. Ma mère se levait d'abord, me préparait le petit déjeuner, ensuite m'aidait à faire les devoirs. Enfin, m'aidait pas, mais me soutenait pour faire mes devoirs, préparer mes... Et je faisais de la géométrie à 5 ou 6 h du matin. Elle était combattante avec moi. C'était spontané, c'était inconscient. Elle n'avait pas cette dimension de lutte sociale, etc. Elle n'avait pas conscience de ça. Elle savait combien c'était dur la vie, de gagner sa vie, de maintenir un minimum de fonctionnement de la maison après la guerre, comme ça, dans ces conditions-là. Mais bon, ça faisait partie de la vie, des à côté de la vie. C'est naturel, c'est pas la peine de trouver des explications autres. La viande, c'était la viande produite localement, sauf le dimanche où on avait droit à un steak acheté chez le boucher. Ça, c'était le plat du dimanche. Sinon, les autres jours, c'était les produits de la ferme. Des lapins, des poulets, des canards, des cochons. Il y avait cage à lapins, il y avait des canards, des oies. On tuait le cochon 1 fois par an. On faisait la saucisse. Tout ça, c'était la première habitation de la maison en bas. Ensuite, c'est devenu un lieu pour la fête de la ferme, donc pour les élevages, etc. Et notre maison a été construite à ce moment-là. Il a tout senti, il a tout vu. Ce chêne et d'autres chênes qui sont morts maintenant, qui sont les témoins de ces changements. La région était très présente. Très présente. Les offices dans les églises, dans l'église paroissiale, qui est l'église de Saint-Nazaire. On était naturellement orienté vers la religion dans le quotidien. On s'impliquait davantage en étant enfant de chœur, ce que j'ai été, en chantant dans les offices. Une certaine appétence pour les rituels de la religion, au point que un jour le curé du village m'a surpris en train de dire la messe, comme si j'étais un prêtre. J'avais installé l'autel sur une marche de l'escalier qui existe toujours. J'avais installé tous les instruments et puis je commençais à chanter la messe. Enfin, cette orientation religieuse s'est poursuivie de façon plus systématique et plus élaborée au cours des études secondaires. Puis c'était un collège religieux. On allait souvent à la messe, enfin, et je participais à la chorale, d'abord comme alto. Et donc on allait avec la chorale, on allait chanter dans les églises du département. On allait chanter, y compris dans les églises de Montauban. Donc ça a participé de ce qui est mon intérêt, ma proximité un peu avec la musique.
Il s'agit de choisir l'orientation des études suivantes et donc de choisir une orientation professionnelle qui à l'époque était très importante, d'autant plus importante que quand on choisissait une orientation, c'était la profession qu'on allait pratiquer, exercer souvent toute la vie, alors qu'aujourd'hui les choses sont beaucoup plus flexibles et ouvertes. Et là, c'est là où j'ai choisi l'orientation médicale. C'était lié à un souci de... C'était lié à une circonstance. J'allais beaucoup au cinéma à l'époque, mais quand même en ayant le souci d'aller voir que des films qui étaient des films convenables. Et donc j'avais un carnet sur lequel, par ordre alphabétique, se trouvaient les films avec la cote donnée par un office catholique, donnant si c'était un film pour tous, pour adolescents et adultes, pour adultes seulement, ou à proscrire. Donc je n'allais pas voir, bien sûr, les films qu'il ne fallait pas aller voir. Et donc ça m'aidait dans le choix des films. Et donc j'ai vu beaucoup de films. Dans ces films que j'ai vus, il y a un film qui m'a particulièrement impressionné, impression, imprimer quelque chose. C'est un film avec mon idole de l'époque, sur le plan des acteurs, Gary Cooper, L'Odyssée du docteur Vassell. C'est un film qui se déroule, je crois que c'est à Bornéo, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où un médecin fait preuve d'un courage extraordinaire en sauvant un certain nombre de marins, y compris en désobéissant un petit peu aux ordres qui lui avaient été donnés. Donc il y avait cet aspect à la fois de souci des autres, d'attention aux autres, et en même temps au risque de ne pas toujours obéir à la règle. Il y avait cet aspect de désobéissance un petit peu. Et donc c'est un film qui m'avait beaucoup marqué et qui m'avait fait penser que peut-être ce serait pas mal d'être médecin. Et à être médecin, autant aller voyager, être dans des situations un petit peu comme ça héroïques. Pas un simple médecin de campagne qui me paraissait pas suffisamment dramatique. Et à partir de là, ça s'est enchaîné, curieusement. En fait, cette absence de livres jusqu'aux études secondaires, donc pratiquement très peu de livres. Après, des livres, mais des livres qui étaient uniquement ceux du programme. Il n'y avait pas de bibliothèque où je pouvais piocher des choses hors programme. Donc c'était cantonné toujours à la préparation des examens et des programmes. Et donc en fait, jusqu'à l'âge de 20 ans ou 22 ans, peu d'ouverture sur autre chose que ce qui était prévu et important pour les examens, pour progresser. Après, peut-être pour réagir, la découverte de la musique, la découverte d'un certain nombre de choses, bon, ça s'est inscrit là-dedans. Peut-être pour combler un trou qui ne sera jamais comblé, qui n'a jamais été comblé, parce que ce qui n'est pas acquis dans les bases, on peut le rattraper, mais le fait d'avoir lu déjà des auteurs, etc., dès l'âge de 14-15 ans, d'avoir ouvert ses perspectives, ça c'est quelque chose qui construit. Après, on peut colmater, mais c'est pas... Il y a le manque de fondation. Première partie, deuxième partie du baccalauréat, ensuite examen préparatoire pour les études de médecine et examen et concours pour l'entrée dans l'école de santé militaire. Au départ, il y avait une gêne, je pense, une honte, c'est peut-être un peu fort. Et puis peu à peu, au contraire, j'ai plutôt eu tendance à revendiquer ces origines comme étant une force. Je pense que plus le temps passait, plus j'étais fier de venir de ce monde paysan, de ce que ça représentait comme cheminement par rapport à ce qu'étaient mes parents et mes grands-parents.
Et j'étais maintenant dans une étape différente, dans un contexte différent, mais il n'y avait pas l'obsession d'être différent moi-même. Je me suis toujours senti paysan. Je n'avais aucune idée de me réinventer. Simplement, j'ai rajouté à l'édifice rural, paysan qui était en place, j'ai rajouté une nouvelle dimension qui me permet à la fois d'être sensible à ce qui vient justement de la simplicité, de la ruralité, de l'enracinement, et en même temps de tout ce qui permet de bouger, d'évoluer, de casser des stéréotypes. Non, mais enfin, j'étais pas fait du tout pour des expériences comme celle de Gary Cooper. Enfin, c'est ça, c'était totalement fou. Parce que ça, c'était une dimension qui n'est pas du tout la mienne. Je suis pas du tout un aventurier, je suis pas du tout un casse-cou. Je serais pas capable de prendre les décisions qui ont été prises par Gary Cooper. Mais ça a débouché sur quelque chose, mais qui n'était pas ce qui était sous-entendu dans ma démarche au départ. J'ai abandonné, tout en gardant l'aspect médical, mais j'ai abandonné le contexte militaire. Parce que là, effectivement, il y avait cet esprit de révolte, etc., mais qui s'est traduit par une rupture, vraiment. Ce que aussi je n'étais pas tellement capable d'assumer. Ce qui a été plus difficile que prévu parce que je me suis retrouvé un petit peu à nouveau recommençant quelque chose, refaisant des études, avec des problèmes financiers, de psychologie et psychiatrie. La Polynésie, c'était un choix. J'avais la chance d'être bien placé à l'examen final des études. C'était à la suite d'un stage qui se déroulait à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Et donc c'était en 1965. Et là, je suis arrivé en très bonne position dans cet examen, ce qui m'a permis de choisir le centre d'expérimentation du Pacifique, le centre d'expérimentation atomique du Pacifique. Donc c'était mon choix d'aller en Polynésie. Ça, c'était une aventure qui n'avait rien à voir avec l'aventure de Gary Cooper. Parce que les conditions étaient, ce n'était pas la guerre, ce n'était pas le danger, c'était pacifique, même s'il s'agissait d'armes atomiques. Elle a découvert une autre culture, un autre monde, et j'ai pris beaucoup plus de distance à ce moment-là avec tout ce qui me structurait, en particulier la religion. Et puis lorsque j'ai découvert que le monde n'était pas aussi beau que ça, qu'il y avait beaucoup de problèmes qui étaient mal résolus ou pas résolus, y compris dans l'approche religieuse qui en était faite, et à ce moment-là, je me suis détaché un petit peu, même beaucoup, de ce qui faisait un peu mon identité jusque-là. Un début de conscience politique, mais qui a été très fluctuante, puisque le contexte social et politique et le contexte personnel faisaient que, le contexte personnel étant dans l'armée, mes orientations politiques se sont faites vers une orientation que je renie maintenant et qui était plutôt d'extrême droite. C'était l'époque de l'Algérie française, c'était l'époque... Là, je mélange un petit peu, parce que ça, c'était un petit peu avant. C'est-à-dire que ces positions, c'était au moment de mes études universitaires, en particulier à Toulouse, entre donc l'entrée dans l'armée et puis le départ pour la Polynésie. Et en fait, le séjour en Polynésie a
complètement fait éclater cette orientation extrémiste, au contact probablement de la simplicité des gens, d'une vie différente et d'une exploitation aussi quand même, qui était faite d'un certain nombre de situations. Tout ça est assez confus. Quand je suis allé en Polynésie, j'ai découvert ce qu'était la réalité des choses que je ne percevais plus depuis longtemps. J'avais quitté le terrain finalement depuis longtemps, au travers des études, dans un milieu protégé, etc. Tout était structuré, tout était... Et puis là, brusquement, je me suis rendu compte que les choses étaient beaucoup plus compliquées que ça. Je me suis fait réprimander quelques mois avant de quitter l'armée. C'était la mort du général de Gaulle. Et quand le général de Gaulle est mort, j'étais médecin capitaine dans une école de gendarmerie. Il y a eu une cérémonie en hommage au général de Gaulle. Et je n'ai pas assisté à cette cérémonie. Enfin, j'ai dit que j'avais des visites à faire, ce qui était un peu vrai. Mais enfin, du coup, j'ai été convoqué chez le patron de l'école, de cette école militaire, j'ai eu une réprimande en me demandant pourquoi je n'avais pas assisté à la cérémonie. Voilà. Donc, je gigotais un petit peu pour sortir de ce système-là, que je critiquais, mais qui en fait correspondait aussi, peut-être critiqué d'autant plus que ça correspondait à ma structure profonde, un petit peu, quand même, de choses réglo, de choses bien organisées. C'était un peu mon idée en même temps. Alors j'avais, paradoxalement, j'avais le sentiment qu'il fallait m'en échapper. Je me suis retrouvé pratiquement, étudiant. J'avais commencé en étant médecin militaire, faire des études de psychologie, mais après je me suis inscrit pour des études de psychiatrie. Et donc c'est ces 4 années d'études supplémentaires avant d'avoir la certification en psychiatrie. Et donc c'était quand même avec des petits boulots, travaillant dans une revue médicale, faisant des remplacements de médecins généralistes l'été. Non seulement il n'y avait pas une pension, mais il fallait que je rembourse mes études, dans la mesure où j'avais démissionné trop tôt. Donc je n'avais pas rempli mon contrat qui était de faire un certain nombre d'années d'études pour rembourser, entre guillemets, l'investissement qu'avait fait l'État pour mes études. Donc comme je n'avais pas rempli ce contrat, il a fallu rembourser mes études. Donc non seulement je n'étais pas payé, mais il fallait que je travaille pour rembourser. Une série de paradoxes qui font que ma carrière est un petit peu décousue, tout en étant relativement cohérente si on regarde les points essentiels. C'est-à-dire ce souci de l'aventure, du voyage, ce souci, je n'étais jamais satisfait tout à fait de mon travail. J'avais toujours peur de ne pas m'impliquer suffisamment. Et donc du coup, je donnais beaucoup de moi-même, oui. C'est pas forcément comme ça qu'on est le plus efficace. Hein. Enfin, il faut le relativiser, ça. École de santé militaire de Lyon, une chambre presque obscure et de la musique. Peut-être du Wagner, enfin un truc très viril. Lyon, salle de concert, symphonie numéro 1 de Brahms. Je crois que c'est l'Andante. Chambre d'étudiants, je crois que c'était les maîtres chanteurs. Ou l'ouverture de Tannhauser, plutôt l'ouverture de Tannhauser. À Toulouse, à l'hôpital de Toulouse, militaire de Toulouse, l'Adagio d'Albinoni et des chansons de Léo Ferré. Voilà, par exemple, il y a des images comme ça et des sons qui surgissent, qui sont comme des repères
qui montre comment effectivement la musique s'est installée. Mais ça participait de là aussi de la construction d'une identité différente peut-être, de découverte d'un monde dont les autres, je les avais plus ou moins entendus, les autres musiques, ou les chansons, etc. Et qui nécessitent aussi un approfondissement, c'est-à-dire qui n'est pas donné d'avance. Il faut rentrer dedans, mais pour rentrer dedans, il faut quelquefois forcer la porte, en fait. Alors il y a peut-être ce souci, là aussi, de piocher, comme j'aime relire des livres. Et puis quand j'ai lu un extrait, je trouvais un extrait qui va compléter ce que j'ai lu précédemment, fait, etc. Donc ce souci un peu obsessionnel de l'approfondissement. Ce qui ne veut pas dire que j'arrive à un résultat meilleur, mais bon. Quand j'écoute du Bach, ça veut dire plutôt que ça va bien. Non, est-ce que c'est parce que c'est un compagnon, je ne sais rien. Mais il me rassure sans doute.